Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Brain and Breakfast qui concerne aujourd'hui le retour au bureau. Donc la question c'est oui, mais comment? Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Nathalie Mikils. Donc je suis consultante en gestion du changement au sein de Mindforest depuis maintenant presque 8 ans. Donc j'interviens principalement sur tout ce qui est lié aux aspects ressources humaines, développement des compétences. Et il y a ma collègue Lisa. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa Aubringer et je suis également consultante chez Mindforest depuis 3 ans maintenant. Moi, j'interviens sur des problématiques en termes d'organisation, gestion des connaissances et engagement des employés. Donc, petit code de conduite, comme d'habitude, hein. Mettez-vous en mute quand vous ne parlez pas. Si vous avez une mauvaise connexion Internet, on vous conseille donc d'éteindre la vidéo pour obtenir un meilleur son. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat. Il est là pour ça. Si vous avez des questions, des commentaires, voilà. Donc, juste deux, trois mots sur on va dire notre entreprise. Nous, notre cœur de métier, c'est la gestion du changement. Avec mes collègues, donc, on a tous une expertise différente. C'est pourquoi on considère qu'on est une équipe multidisciplinaire. Pardon. Et l'objectif, c'est d'accompagner nos partenaires justement dans tous leurs défis. Pour ça, on va activer plusieurs leviers principalement. Donc, c'est tout ce qui est activation de stratégie, engagement des employés, amélioration des processus et bien évidemment, quand on parle de changement, on touche directement aussi à la culture. Donc, on a différentes méthodologies, différents outils qui nous permettent justement de travailler étroitement, directement avec les collaborateurs de chaque client. On propose de travailler différemment et surtout, on propose tout ce qui est communication visuelle. D'ailleurs, ce qui est également le prochain sujet de notre prochain webinaire. On vous en dira plus à la fin de cette présentation. Donc, pour l'agenda de ce matin, il y aura d'abord un tout petit sondage, puis je ferai une introduction sur effectivement ce retour au bureau un peu quelque peu particulier. Après, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer quelques démarches et surtout quelques actions concrètes à mettre en place pour mieux accompagner les collaborateurs concernant ce contexte particulier, donc qui concerne le retour au bureau, oui, mais concrètement, comment? Et puis, on finira avec une conclusion et bien évidemment, si vous le souhaitez, une discussion. Donc, pour commencer, je ne sais pas si vous voyez tous donc, le sondage. Je vous conseille d'y répondre. Donc, c'est concrètement, comment est-ce que vous avez vécu, perçu ce retour au bureau? Vous avez 3 possibilités de réponse. Donc, plutôt positivement, plutôt négativement ou de manière mitigée. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour y répondre. Et puis après, Lisa fera juste un petit retour sur ce sondage. Moi, je ne le vois Est-ce que pas. vous le voyez? Non. Vous ne le voyez pas. Ok, c'est bizarre. On a essayé avant. Moi non Toujours plus, je ne pas? vois pas le sondage. Non. Vous ne voyez pas? Non, on voit que le titre. D'accord, c'est très bizarre ça. Donc, sinon, vu qu'on n'est pas beaucoup. Ah, ça y est. Le voilà, le Là, voilà. Parfait. Là, c'est bon, tout le monde a répondu. Ouais, je pense que là, tout le monde a répondu. Et je vais vous partager. Normalement, là, vous devez tous voir les résultats qui apparaissent. Oui. Ok. Donc, on voit quand même de manière globale, personne n'a vécu négativement son retour au bureau.
Par contre, on est quand même très proche à une personne près entre le positif et le manière mitigée. Donc là, je ne sais pas si dans le chat, vous voulez nous partager pourquoi de manière mitigée pour ceux qui ont répondu ça. Mais sinon, globalement, on voit quand même que la plupart des personnes l'ont vécu de manière positive. Non, personne ne partage dans le chat. Ouais, vas-y. Alors, par contre... Donc, par rapport à ce retour au bureau, donc pour faire une petite introduction sur ce retour quelque peu particulier, bien évidemment, comme tout le monde, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Tout d'abord, effectivement, c'est ce contexte d'incertitude, on en a parlé avant, hein. Ce contexte d'incertitude, pourquoi ? Parce que ça a généré, on va dire, beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur, tout d'abord, le futur de l'organisation, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise a, on va dire, approché ou s'est organisée pour ce retour au bureau, mais aussi comment est-ce que le travail a ou va évoluer dans ces prochains mois et finalement, est-ce que la garantie de mon travail est maintenue ou pas? Est-ce que mes acquis sociaux seront maintenus ou pas? Donc, il y a toutes ces incertitudes-là qui ont finalement généré beaucoup d'émotions et beaucoup de questionnements. Il y a également tout ce qui est risque sanitaire, c'est-à-dire qu'on l'a tous vécu, on a tous mis en place tout ce qui concerne les gestes barrières, tout ce qui est distanciation physique, tout ça, il y a eu, on va dire, des règles qui ont dû être définies, qui ont dû être mises en place. Et il y a aussi tous les risques, on va dire, induits on va dire, par les mesures organisationnelles que les entreprises ont vécues pendant le confinement. Alors, quand je parle des mesures organisationnelles, c'est certaines entreprises ont été 100% en télétravail, d'autres à 50%. Il y a eu aussi les roulements. Il y a eu aussi la question de la fréquence des déplacements par rapport aux collaborateurs. Donc, tout ça, finalement, ça a nécessité de procéder, on va dire, à des ajustements. Des ajustements qui, certaines entreprises ont défini un plan de reprise de l'activité et ont dû effectivement mettre en place, définir toutes les règles liées à ces risques. Un autre aspect lié à ce plan, c'est la prise en compte de tous les risques professionnels liés à la reprise et liés bien sûr aux mesures du Covid. Ce qui fait que quand on parle des émotions différentes, chacun, on va dire, l'a vécu différemment et aujourd'hui, certains le vivent, comme on l'a vu dans le sondage, positivement et du coup, ce qui a permis on va dire, d'un certain soulagement, mais d'autres ont pu le vivre comme une peur, comme un stress de ce retour au bureau parce que justement, effectivement, il y a les transports en commun à prendre, parce que peut-être que l'entreprise n'a pas suffisamment défini des règles internes, peut-être parce que, encore aujourd'hui, cette question du est-ce que je reste en télétravail, est-ce que je retourne au bureau n'est peut-être pas suffisamment claire encore pour certains collaborateurs. En tout cas, prendre en compte l'ensemble de ces risques professionnels. Quand on parle de risques professionnels, on parle bien évidemment aussi, reprendre le partage. On parle bien évidemment aussi de la santé psychologique. Et quand on parle de santé psychologique, finalement, on parle des risques psychosociaux. Donc, qu'est-ce qu'un risque psychosocial? Il faut retenir, alors vous avez la définition ici qui sort d'un rapport de Golac qui est un sociologue français, qui a recensé un ensemble d'études qui ont été effectuées en France et qui en a fait un seul et unique rapport et il définit le risque psychosocial tel que vous avez la définition devant vous. Mais il y a trois choses à prendre en compte, c'est finalement tout ce qui est conditions d'emploi et tout ce qui concerne les facteurs organisationnels et les facteurs relationnels.
Et on va dire de ces trois grandes dimensions, à l'intérieur de ces trois grandes dimensions, on va retrouver différents facteurs à prendre en compte et qui peuvent être prévenus et qui peuvent être mesurés, on va dire, à l'aide de différents outils. Et ces outils-là et ces différentes démarches, et c'est ça qu'on vous présentera après. Mais il faut tenir compte, on va dire, tout d'abord, de tout ce qui concerne la charge et l'intensité de travail. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les exigences émotionnelles. Qu'est-ce que ça va engendrer chez les gens? Ensuite, il faut prendre en compte également tout ce qui est autonomie de travail. C'est-à-dire que dans un contexte de confinement, tout le monde étant en télétravail, ou même ceux qui sont restés au bureau, quelle que soit l'organisation du travail qui a été mise en place, les rôles et les responsabilités ont été un peu différentes pour tout le monde. Donc, l'autonomie de travail doit également être prise en compte. Ensuite, il y a tout ce qui est rapports sociaux, bien évidemment. Il y a aussi tout ce qui concerne les conflits de valeurs et bien évidemment, ce que je disais aussi en introduction, tout ce qui concerne, on va dire, le sentiment d'insécurité de l'emploi et de l'avenir, autant pour son propre travail que pour le futur de l'organisation. Donc, de manière générale, les acteurs clés qui rentrent en compte, on va dire, alors ce n'est pas les seuls, mais ceux qui sont le plus suscités sur le terrain, on va dire, c'est directement les managers opérationnels ou les managers d'encadrement et bien évidemment les ressources humaines. C'est eux, finalement, d'un point de vue ressources humaines, c'est eux qui ont co-défini toutes ces règles, toute cette nouvelle organisation du travail durant cette période de transition, mais également les managers. Là, c'est à noter que leur rôle ne va pas se limiter juste à quelques semaines, mais quelquefois, comme les impacts psychologiques peuvent durer sur plusieurs mois, ça va être un rôle qu'il faudra assumer en plus en continu sur les mois à venir. Surtout en plus, on se pose la question de deuxième vague, troisième vague, on ne sait jamais trop. Donc, c'est quand même des points que les managers et les RH doivent prendre en compte sur les prochains mois. Donc, pour ça, Lisa parlait effectivement de transition, mais de manière continue. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le sense making. Le sense making, pourquoi? C'est tout simplement, c'est le sens de pratique. Et c'est finalement un outil de construction, c'est un outil de partage qui va permettre à chaque collaborateur de s'exprimer sur, alors dans ce contexte particulier, le confinement, déconfinement, sur son expérience vécue. Donc, ça va permettre de manière continue de soulever des frustrations, des incompréhensions concernant l'organisation du travail, les rôles et responsabilités qui ont été un peu modifiés au cours de ce contexte. Ça va aussi permettre à chacun de partager son vécu et que donc chacun va pouvoir voir ce que l'autre a vécu et comment l'autre voit les choses à l'heure actuelle. Alors ça peut se passer sous différentes manières. En tout cas, les entreprises qui pratiquent le sense making à l'heure actuelle, c'est plus le manager direct avec son équipe et ça va leur permettre de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures dans un premier temps où chacun, justement, on va dire, va en quelque sorte vider son sac, va pouvoir s'exprimer sur ce qui s'est bien passé, moins bien passé. Et au manager, ça va effectivement lui permettre de revenir sur des décisions qui ont été prises pendant ce contexte de confinement et qui ont peut-être été mal comprises par les collaborateurs. Et il va pouvoir, on va dire, expliquer cette prise de décision, expliquer le pourquoi du comment, et ça va permettre de relancer une espèce de dynamique de travail qui a été un peu perdue peut-être au cours de ce contexte. C'est une démarche qui peut être faite autant de manière virtuelle que de manière présentielle, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui on conseille en tout cas de faire parce que revenir au bureau après X mois d'absence,
a forcément modifié des comportements, a forcément généré certaines frustrations et il faut forcément, on va dire, soulever des questions que les collaborateurs se posent. En continu, comme le disait Lisa, c'est important. Après, je parlais de 2-3 heures, ça c'est peut-être au début, mais en tout cas, de manière générale, ça permet... Alors, je m'excuse juste 2 secondes. Hop. Je ne vois plus mon écran. Hop. Non. Je suis désolée. Voilà. Non, ça ne marche toujours pas. Lisa, je reprends. Ouais, je veux bien parce que je ne vois plus. Alors, attends. Hop. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais partager mon écran. Laisse-moi 2 secondes. Hop. Ouais. Désolée, petit problème technique. Vous continuez à voir, hein? Oui, non, vous voyez. Là, tu vois de nouveau? Oui, là, je vois. Je vous remercie. Pardon. Donc, là, c'était moi qui avais un bug. C'est bon. Donc, concrètement, pratiquer le sense-making, il y a plusieurs objectifs, comme je viens de vous l'expliquer, mais cette importance permet d'une part tout ce qui concerne la détresse psychologique et le stress de certains collaborateurs, ça va permettre de le diminuer. Ça va également favoriser la motivation et l'engagement par l'explication de certaines questions et, comme je vous le disais, de soulever on va dire certaines incompréhensions. Ça va également générer de la confiance parce que on parlait de rapports sociaux, il y en a peut-être moins eu ou en tout cas il a été moindre au cours de ces derniers mois. Donc ça va permettre de relancer cette dynamique. Tout ce qui concerne bien évidemment l'amélioration de la communication. Ça va également faciliter l'acceptation de changements organisationnels parce que les gens vont se sentir impliqués, les gens vont se sentir impliqués justement dans cette reprise. Et bien, tout ce qui concerne le bien-être au travail, ça va le favoriser parce que les gens vont se sentir écoutés aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important pendant cette période. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de vous présenter finalement des démarches que nous-mêmes, on a mis en place au sein de notre propre organisation ou déjà également discuter. Et par la suite, des actions beaucoup plus fines, beaucoup plus concrètes, peut-être que vous avez déjà également mis en place ou en tout cas également pensé. Mais l'objectif là, c'est vraiment de vous montrer ce qui est possible de faire et de manière plutôt simple et rapide. Donc, c'est une démarche globale. Oui, c'est effectivement, c'est de repenser, peut-être profiter de cette période, de ce contexte de transition finalement, pour repenser tout ce qui est pratique RH. Quand je parle de repenser les pratiques RH, ça va être plus dans un contexte où finalement les RH vont pouvoir développer un rôle d'appui conseil envers les managers de proximité. C'est-à-dire que les RH vont avoir beaucoup plus cette notion de proximité parce qu'ils vont d'une part devoir accompagner les collaborateurs, mais à travers, on va dire, à travers l'outillage, enfin donner des outils à travers l'outillage des managers de proximité. Quand je parle de repenser les pratiques RH, alors c'est un grand mot, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, oui, les managers doivent développer des compétences en ressources humaines parce qu'ils participent au recrutement, ils participent aux évaluations annuelles. C'est des missions aujourd'hui qui leur est propre et qui sont directement liées à des processus RH. Et du coup,
il faut pouvoir outiller, il faut pouvoir, on va dire, suivre et il faut pouvoir accompagner ces managers pour au final atteindre les collaborateurs et donner aux collaborateurs, on va dire, cette notion de collectivité et cette notion aussi de suivi. Et donc, c'est à ce niveau-là, quand je parle de pratique RH, c'est de vraiment créer cette proximité, en tout cas à travers ce contexte de reprise au bureau et de définition, on va dire, peut-être d'une nouvelle organisation du travail ou de nouvelles règles, c'est de profiter justement de ce contexte de transition pour créer cette proximité et peut-être en tant que RH développer ce rôle d'appui conseil envers les managers opérationnels. Donc, une autre démarche que Lisa va vous présenter, qu'on a mis nous-mêmes en place au sein de notre organisation. C'est le sondage qu'on a appelé Retour au bureau, en fait. Comme le disait Nathalie, c'est une méthode que nous, on a utilisée pour que nous, on puisse s'assurer que finalement, le retour au bureau se passe bien. Parce que nous, on était complètement en télétravail pendant la période de confinement. Et donc là, l'objectif, c'était finalement de comprendre le vécu des collaborateurs pendant cette période de télétravail pour pouvoir l'améliorer par la suite et comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ce qu'on a fait avec une petite équipe, c'est qu'on a composé déjà un premier sondage pour lesquels on a défini certaines dimensions qui nous paraissaient clés, comme par exemple les dynamiques de collaboration, la qualité de la communication, la clarté des processus, la qualité des feedbacks et l'équilibre vie privée et vie professionnelle, plus encore d'autres. Et on a à chaque fois formulé des questions clés avec une échelle de Likert pour pouvoir avoir des réponses rapidement. Donc, l'objectif, c'était vraiment de créer un sondage rapide pour pas que ça prenne des heures et des heures à répondre. Et une fois que nous, on avait les réponses de l'ensemble des collaborateurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une petite analyse pour voir quelles étaient finalement les dimensions qui avaient le plus souffert finalement pendant cette période de confinement et pendant le télétravail. Et on a organisé un workshop en interne pour venir creuser en fait la raison, on va dire, de ces déficiences autour Nous, on a pris les 3 dimensions qui étaient le plus problématiques et on est venu creuser le pourquoi pour finalement sortir avec un plan d'action concret à mettre en œuvre par les collaborateurs. Donc après, voilà, il y a des rôles et responsabilités qui ont de nouveau été et des actions qui ont été dispatchées entre les collaborateurs pour mettre ces actions en œuvre. Et puis au final, l'objectif, c'est après d'avoir une deuxième vague de sondage, un sondage qui peut être revu par rapport au premier, pour voir si finalement les actions qui ont été mises en œuvre ont été utiles, s'il faut autre chose, s'il y a d'autres idées qui émergent. Donc voilà, ça c'était la version que nous on a utilisée. Cette démarche finalement de retour au bureau, elle peut être déclinée aussi sous d'autres formes, dépendamment de de quelle dimension vous voulez mesurer. Par exemple, on a la dimension expérience client aussi, expérience employée, pardon, qui peut être intéressante aussi. Donc là, on va plus toucher à la motivation, à la satisfaction des collaborateurs. Donc le but, c'est là aussi d'avoir une démarche participative pour voir comment les collaborateurs l'ont vécu et de déterminer finalement les leviers sur lesquels l'entreprise peut intervenir pour que ça se passe mieux. La démarche reste la même, avoir un sondage, des workshops, un plan d'action et finalement revenir mesurer l'ensemble. Mais c'est vos dimensions les dimensions du questionnaire par exemple ou du sondage qui vont changer. Ça va peut-être être plus des questions autour du sentiment d'appartenance, du niveau d'autonomie qu'expérimentent les employés, du sens du travail. Est-ce qu'on a perdu le sens? Est-ce que c'est resté en place? Donc voilà, c'est une démarche qui peut se décliner très facilement de façon multiple. Elle est relativement simple à mettre en œuvre. Et nous, on l'a estimé efficace aussi pour finalement trouver rapidement des leviers d'action à mettre en œuvre. Et
Comme le disait Lisa, c'est une démarche participative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde se sent impliqué, ça va susciter automatiquement de la motivation. Et du coup, ça va aussi permettre, alors, de manière continue, on va dire, ça va permettre aux personnes de peut-être retrouver ce sens au travail et de redéfinir finalement rôle et responsabilité et sens au travail que certains ont peut-être en tout cas perdu pendant ce contexte particulier. Voilà. C'est une démarche qui se décline bien. Par exemple, vous pouvez revenir mesurer une fois le premier sondage et les actions mises en œuvre, vous pouvez revenir mesurer au bout de 3 à 6 mois, juste pour laisser le temps aussi aux personnes de mettre en œuvre le plan d'action. Mais ça fonctionne bien. Maintenant, l'objectif, donc ça, c'est des démarches qui se déroulent de manière plus ou moins longue dans le temps, suivant le choix qui est fait. Là, l'objectif maintenant, c'est de vous donner des quick wins, en fait, des choses qui sont qui peuvent rapidement être mises en application. Ça va être de nature assez diverse. Donc, nous, on a identifié finalement 8 quick wins qui nous paraissaient assez intéressantes à mettre en œuvre. Et elles sont en rapport avec les dimensions de Golak, puisque finalement, c'est là le cœur de la problématique sur laquelle il faut intervenir. On a essayé de trouver des dimensions ou des actions à mettre en œuvre au vu de ces dimensions de Golak. Donc finalement, les 8 quick wins, les 8 dimensions sur lesquelles nous paraît vraiment important d'intervenir assez rapidement, c'est de 1, témoigner de la reconnaissance, communiquer sur les changements, donner du sens au travail, évaluer la charge de travail, soutenir les collaborateurs, donner de l'autonomie, agir face aux tensions et faciliter la conciliation vie privée et vie professionnelle. Donc pour chaque dimension, pour la plupart, on a essayé de vous donner aussi d'ajouter des outils ou des petites méthodes qui permettent finalement d'intervenir assez rapidement pour que ça soit plus concret aussi. Donc, je vais passer à la première dimension qui est finalement témoigner de la reconnaissance. Ça paraît très simple, mais au final, c'est un moteur clé pour maintenir la motivation et l'engagement des collaborateurs. Ça a été des périodes qui ont été plus ou moins facilement vécues par les collaborateurs. Certains pour qui la gymnastique, par exemple, entre vie privée et vie professionnelle, a été plus compliquée. Il a fallu se réarranger du jour au lendemain, par exemple avec les enfants, comment ça se concilie avec les conjoints, comment est-ce qu'on module le télétravail entre nous. Donc, les efforts ont été assez importants et au final, il s'agit vraiment de reconnaître aussi le fait que les collaborateurs ont permis de maintenir pour la plupart la productivité au sein des organisations, se sont arrangés et aménagé leur temps pour que ça puisse fonctionner, pour que entre guillemets, le business as usual, d'une certaine manière, puisse continuer aussi. Et donc là, c'est vraiment important de reconnaître le travail qui a été fourni, de reconnaître les efforts et les contributions de tout un chacun pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner de manière plus ou moins normale. Et là, je dirais un simple merci, quelquefois, ça peut faire une grande différence pour les collaborateurs. La deuxième dimension qui nous paraît importante, c'est communiquer sur les changements. Le retour au bureau s'accompagne avec des incertitudes. C'est comment va se mettre en place, par exemple, le retour au bureau, quels sont les changements au sein de l'entreprise qui ont été opérés, est-ce qu'il y a des processus qui ont changé, est-ce que ne serait-ce que peut-être le lieu physique du bureau, est-ce que ça a été réaménagé pour que les distances de sécurité soient garanties, comment se passent les mesures d'hygiène, qu'est-ce qui est mis en place par les organisations. Tout ça, c'est source d'inquiétude, de stress pour certains. Après, voilà, c'est à moduler en fonction des organisations et en fonction des collaborateurs. Mais au final, c'est important de communiquer déjà avant le retour au bureau, mais aussi après, tout au long du retour au bureau pour rassurer les gens, pour leur montrer que ils sont accompagnés, que l'organisation se soucie de leur bien-être et qu'on communique sur les actions qui ont été mises en œuvre pour que tout le monde soit au clair et qu'il n'y ait pas de l'opacité qui soit générée par la situation. Parce qu'il n'y a rien de pire que finalement on revient au bureau mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est opaque. Est-ce que
est-ce que c'est des roulements? Est-ce que c'est des horaires? Est-ce qu'on revient juste à 60% en télétravail? Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faut clarifier très rapidement pour que les gens puissent revenir de manière beaucoup plus sereine au bureau au final. Et effectivement, il y a cette communication-là, mais il y a aussi cette communication sur les changements à venir. Ça aussi, ça suscite des questions. J'en parlais en introduction sur tout ce qui est acquis sociaux. Est-ce qu'ils vont être maintenus? Est-ce que mon travail va changer ou pas? Est-ce que les rôles et responsabilités qui ont été modifiés peut-être au cours du télétravail, est-ce qu'ils vont être maintenus ou pas? Et aussi sur le futur même de l'organisation. Après, j'imagine bien qu'on n'a pas toutes les réponses aux questions, mais essayer en tout cas de communiquer clairement de manière transparente sur ce qui va arriver, malgré ce contexte d'incertitude qui persiste à l'heure actuelle en fait. L'objectif, c'est vraiment de communiquer pour éviter d'avoir trop de brouillard. Et pour ça, un outil très efficace, ça reste toujours le plan de communication. Ça permet de clarifier des objectifs de la communication. Qu'est-ce qu'on veut communiquer aux collaborateurs? Sur quel espace-temps aussi? Est-ce que ça va être de manière récurrente, de manière ponctuelle? Ça permet vraiment de poser la réflexion sur tout le processus finalement de communication, d'identifier aussi les cibles auxquelles on va communiquer, puisque la communication va varier aussi en fonction de la cible. On va définir le message à faire passer et les canaux pour atteindre les collaborateurs. Ça va être des newsletters, ça va être de l'intranet, ça va être des emails, ça peut être des appels. Mais tout ça, c'est important de le planifier. Si ce n'est pas planifié, on risque de perdre de vue ce qui est important et de ne pas formuler finalement des messages qui sont cohérents et structurés pour les collaborateurs. Et du coup, on peut retomber dans le travers de créer de l'opacité, des incertitudes. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter à l'heure actuelle. La prochaine dimension, c'est finalement donner du sens au travail. Pour certains, le fait d'avoir été, par exemple, à distance pendant une période plus ou moins longue a créé une perte de sens. On n'a plus forcément les mêmes relations avec les collaborateurs parce qu'on ne s'est pas vu de la même manière. Donc, c'est une dimension qui est très importante à prendre en compte. Et là, ce qui va être important, finalement, ça va être de donner du contexte aux employés quand ils reviennent, de leur expliquer la situation, de reclarifier finalement les objectifs et les tâches à réaliser, de donner les moyens aux employés pour faire leur travail. Les outils ont pu changer, par exemple. Donc là, ça va être important de s'assurer qu'ils puissent toujours réaliser leur travail en bonne et due forme. Et finalement, comme on disait avant, de les informer sur les évolutions en termes de travail, en termes de processus. Peut-être qu'avant qu'ils reviennent, la direction ou les managers ont mis en place des nouveaux processus. Ça n'a pas forcément été co-construit, mais dans ce cas-là, il faut vraiment les informer des processus qui ont été définis et avec la raison pourquoi les processus ont été revus et remis en place. Je ne sais pas si tu as un point à ajouter là-dessus, Nat. Je dirais peut-être qu'en sachant que tout ça, finalement, ce n'est que provisoire, étant donné qu'on est toujours dans ce contexte d'incertitude et que j'imagine bien que, comme tout le monde, on s'adapte en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on peut mettre en place. Donc, quand on parle, c'est une période transitoire, mais aussi sur toutes les dimensions qu'on vous présente et toutes les petites actions qu'on vous propose. Oui. Et puis, ce ne sera pas valable pour tout le monde. Peut-être que pour certains, le sens du travail a été maintenu. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de vous donner une image la plus large possible sur les différentes actions qu'on peut mettre en œuvre par dimension. La 4e dimension, c'est évaluer la charge de travail. Dépendamment des organisations, là encore, ça ne s'appliquera pas à tout le monde, mais certains collaborateurs ont pu expérimenter une surcharge de travail du fait d'avoir travaillé à la maison. On fait moins la transition aussi entre vie privée et vie professionnelle. Donc pour certains, ça a été peut-être plus compliqué à vivre cette période. Et donc là, le but, c'est vraiment de faire un point sur la période passée, sur la charge de travail
pareil, revoir les objectifs, les rôles et responsabilités, comment est-ce qu'elles ont affecté. Le but après, finalement, c'est de rééquilibrer en fait les déséquilibres que la situation, que le confinement a pu générer entre les collaborateurs et de se rendre compte finalement que certains ont vraiment fourni des gros efforts pendant cette période et qu'il est temps de les aider aussi à compenser cette période. Et là, un outil très facile, ça reste le tableau de reporting en fait. Finalement, c'est de remettre à plat pour chacun les tâches, les objectifs, de clarifier les délais, de mettre en place des indicateurs qui fassent sens, clarifier la structure de reporting derrière, les actions à réaliser et d'avoir une barre d'avancement où est-ce qu'on a réalisé la tâche à 70%, à 50%, mais ça permet vraiment de se rendre compte de finalement du statu quo, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, qu'est-ce que les gens ils ont réalisé et de réajuster au sein d'une équipe, au sein d'un département ou d'un service, le travail à réaliser. Pour moi, ce tableau-là, l'objectif, c'est pas de faire du micromanagement ou du contrôle. C'est vraiment plus d'avoir cette visibilité sur ce qui a été produit, sur les objectifs à venir et comment finalement, quand on parle d'actions à réaliser, c'est comment on va continuer à réaliser les objectifs tout en étant dans ce contexte d'incertitude. Pour moi, c'est plus un tableau de suivi, mais loin l'idée d'en faire un outil de micromanagement, quoi. Oui. Et là, j'ajouterais que c'est peut-être, si vous mettez ça en place, c'est peut-être important de communiquer justement ce détail-là aussi. C'est vraiment que les gens se rendent compte que c'est pour les aider, que c'est dans une démarche positive et pas dans un état d'esprit de micromanagement, comme disait Nathalie. Prochaine dimension, c'est le soutien qu'il s'agit d'apporter aux collaborateurs. Ici, on revient peut-être sur des notions qu'on connaît, qui sont peut-être assez basiques, mais je pense que c'est important de les rappeler, comme faire preuve d'écoute active, vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé. Et je pense que là, le sense-making prend tout son sens. C'est le fait de vraiment se prendre le temps d'écouter ce que les autres ont à dire, ce que les collaborateurs ont à dire, de ne pas le voir forcément comme peut-être des attaques personnelles ou quoi. C'est vraiment une phase où on va remettre à plat la situation et où on va apporter son soutien finalement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue moral aussi à ses collaborateurs. D'un point de vue technique, ça va être faire le point sur les outils qu'ils ont dû utiliser. Est-ce qu'ils ont suffisamment de support? Est-ce que d'autres outils ne feraient pas plus sens? C'est vraiment ces points-là qui sont importants et de créer une dynamique de feedback régulier. Maintenant qu'on s'est rendu compte comment ça pouvait se passer en télétravail pendant la période de confinement, il est vraiment important de mettre en place cette dynamique de feedback pour que on comprenne au fur et à mesure là, du retour au bureau comment se sentent les gens, comment est-ce qu'ils expérimentent, par exemple, comme on disait, les nouveaux processus qui ont pu être mis en place. Est-ce qu'ils font vraiment sens pour les gens? Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas intéressant de refaire un point dessus pour les revoir, pour les améliorer et de passer de processus qui ont été peut-être définis en amont pour faciliter le retour, donc co-créer de manière ensemble? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser ici. Et pour le feedback constructif, pour que le feedback soit pertinent, il faut qu'il soit constructif. Il s'agit vraiment de rentrer dans une pratique positive, d'amélioration continue et de ne pas rentrer dans un feedback qui soit forcément que négatif. Et donc là, une des méthodes que nous, on utilise en interne, il en existe d'autres, bien sûr, mais celle qui nous paraissait simple à mettre en place et qui cadrait relativement bien les choses, c'est la méthode DESC. Il correspond finalement à d'abord décrire les faits, de rester très factuel, de ne pas rentrer dans l'émotionnel à ce moment-là, mais de juste décrire le vécu. Ensuite, on exprime nos ressentis et nos émotions par rapport à la situation qu'on cherche à améliorer. On spécifie ensemble les solutions et les décisions. Voilà, là, on peut apporter déjà un premier jeu de solutions ou alors on les co-construit pareil ensemble pour voir ce qui fait sens et finalement se rendre compte des conséquences et tirer ses conclusions de ce qui se passerait si jamais on ne mettait pas en œuvre les solutions qu'on vient de définir ensemble.
Finalement, cette dynamique de feedback, c'est autant pour le manager un outil de suivi, mais c'est aussi pour le collaborateur. Ça lui permet d'avoir un retour sur ce qu'il produit, alors qu'on soit en contexte, dans ce contexte transitoire ou pas. Cette méthode a montré qu'en tout cas, elle portait ses fruits et c'est quelque chose de rapide, de simple et qui permet vraiment de faire avancer, en tout cas, des incompréhensions, de faire avancer la productivité et surtout aussi, ça suscite, on parlait d'écoute active, ça suscite la motivation étant donné que le collaborateur voit que le manager a envie d'avoir un retour et a envie aussi en quelque sorte, de faire développer son collaborateur. Et là, je dirais que c'est vraiment important de prendre en compte, si jamais on rentre dans cette dynamique de feedback, c'est aussi de prendre en compte le feedback et pas qu'après les gens se disent ça a été vain. Euh, il faut se rendre compte qu'après, il faut que des actions concrètes soient mises en œuvre derrière pour éviter justement de générer le cas contraire où on rentre dans de la démotivation parce qu'au final, on a demandé l'avis, mais on voit que concrètement, rien n'est mis en œuvre pour finalement faciliter les choses. Le prochain point, c'est donner de l'autonomie. Et là, il s'agit finalement de faire en sorte de rendre les collaborateurs le plus indépendants possible pour pouvoir déléguer aussi des tâches. Pour certaines organisations, le processus s'est déjà mis en œuvre de par la situation, de par l'imprévu. Les gens ont dû gérer plus facilement ou plus rapidement en autonome. Et là, c'est finalement de maintenir cette forme d'autonomie et d'indépendance qui est mise en œuvre pour que le manager, par exemple, puisse s'occuper d'autres tâches, concentrer son attention sur d'autres points. Et donc là, c'est quoi? C'est impliquer les collaborateurs dans le processus de prise de décision relative à leur travail. Comme on disait, ça peut être co-créer les processus, revoir ensemble la charge de travail, les deadlines, tous ces petits points-là qui peuvent être importants pour eux. C'est évaluer aussi les compétences et soutenir le développement. Parce que bon, on a dû, par exemple, nous, on a dû très rapidement s'adapter à Miro. Au départ, on ne l'utilisait pas vraiment et finalement, c'est devenu un de nos outils clés pour collaborer ensemble, pour mener des workshops avec des clients. Donc là aussi, c'est de voir finalement, voilà, ces outils ont dû être acquis très facilement. Est-ce que les gens se sentent à l'aise avec? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un développement supplémentaire? Est-ce que finalement, au vu de la structure de travail, parce que bon, le retour au bureau, il peut se faire peut-être à 100% ou alors à 50%, est-ce qu'il faut développer d'autres compétences pour que cet équilibre soit maintenu? Tout ça, c'est des questions à se poser ici et toujours, comme on disait, la communication et le feedback régulier, les échanges réguliers vont être clés aussi pour que ça se passe bien. Alors, c'est juste un point sur cette dimension tout dépend, on va dire, du travail et de l'activité, bien évidemment. On va dire, il y a des postes qui ne nécessitent pas d'autonomie. C'est juste que, au vu du contexte actuel, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que c'était une situation qui n'était pas prévue et que tout le monde a dû développer, on va dire, cette capacité à prendre des initiatives à n'importe quelle échelle, sur des grandes ou des petites tâches, mais étant donné que c'était une situation brutale et non prévue, même si c'est à moindre échelle, mais tout le monde a dû s'adapter à cette prise d'initiative. Et c'est simplement cet élément-là qu'il faut retenir dans donner de l'autonomie, parce que finalement, les gens ont dû en prendre, même si c'est à petite échelle. Et donc, un des outils qui est intéressant ici, c'est finalement la dynamique de management par objectif. Je ne vais pas rentrer dans les détails en tant que tel, mais je vais juste vous montrer la dynamique qui nous paraissait intéressante. C'est trouver cet échange entre le manager et le collaborateur qui vont définir ensemble les objectifs, les moyens, les délais et les priorités, d'où l'importance aussi, par exemple, de ce tableau de reporting qu'on vous a présenté juste avant.
Et après, c'est finalement le collaborateur, dans la mesure du possible, qui exécute les tâches, les actions, en choisissant les méthodes, ces méthodes de prédilection. Et après, il s'agit de faire les retours réguliers pour ajuster, pour optimiser, pour soutenir le collaborateur dans cette dynamique-là. Donc voilà, c'est un état d'esprit qui peut être intéressant à mettre en œuvre au sein de l'organisation si ça n'a pas été fait jusqu'à date. Cette dimension-là, c'est agir face aux tensions. Donc, suivant les contextes, comme disait Nathalie, ça peut être des situations qui ont été assez brutales, qui ont été assez rapides, donc ça a pu générer des tensions, les charges de travail qui n'ont pas été équilibrées entre les uns et les autres, par exemple. Donc là, vraiment, il ne s'agit pas de les laisser perdurer. Et il faut minimiser s'il y a eu des actes agressifs, il faut absolument les désamorcer, il faut clarifier la situation, il faut agir sur les causes organisationnelles, agir sur les faits, sur les processus pour essayer de niveler ça au mieux, manifester du soutien. C'est trouver des solutions avec les employés pour désamorcer la situation. Et en fin de compte, c'est rentrer et développer dans une culture de respect entre les collaborateurs pour que tout se passe au mieux dans les mois à venir. Là encore, hein, cette démarche de sense-making est une manière justement d'agir face à ces tensions éventuelles qui ont pu émerger en tout cas. Et finalement, la dernière dimension qui est cette conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Comme je le disais tout au départ, pour certains, ça peut être un peu compliqué. Il a fallu s'ajuster très, très rapidement. Et maintenant, c'est le moment de faire le point et de continuer à faire preuve de flexibilité. En fait, nous, on a par exemple des collaborateurs qui devaient revenir de congé maternité, mais que ce n'était pas tout de suite facile pour trouver des horaires, pour trouver Moi, les crèches étaient fermées, et même après d'avoir une place à la crèche. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que cette personne reste encore un peu plus longtemps en télétravail à temps complet. Mais voilà, c'est important de faire preuve de cette flexibilité et ça générera par la suite aussi de la motivation, de l'engagement. On retrouvera peut-être le sentiment d'appartenance aussi s'il a été perdu ou quoi. Il s'agit de clarifier les règles de bon usage. Donc là, on parlait plus, par exemple, ça peut être les mesures d'hygiène qui sont mises en place et communiquer dessus. Il faut rester vigilant quant au risque d'hyperconnectivité qui ont pu avoir lieu déjà pendant la période de confinement où des mails ont pu être répondus à 23h, à minuit, où la transition finalement entre les deux aspects de sa vie ont été plus compliquées parce que tout se passait à la maison. Donc ça, il faut quand même rester vigilant pour éviter d'arriver dans des situations où les gens sont en burn-out ou où ils n'en peuvent plus. Et à la fin, c'est vraiment finir par promouvoir les bonnes pratiques. Elles peuvent être pareilles, elles peuvent être co-définies ou on peut organiser un mini-workshop, une mini-réunion. Il ne s'agit pas de faire ça sur une demi-journée, mais sur 2 heures pour faire le point avec tout le monde et dire finalement, qu'est-ce qui pour vous a bien fonctionné? Comment est-ce que vous, à titre personnel, vous avez réussi à concilier votre vie privée, votre vie professionnelle et finalement avoir une charte de bonnes pratiques qui peut être communiquée, à laquelle les gens peuvent se référer au fur et à mesure. Ça peut être des choses qui sont rapidement mises en place et ça ne demande pas énormément de temps non plus. Dans cette dimension-là aussi, j'aimerais faire juste un petit crochet. Il y a beaucoup d'entreprises justement qui ont vécu le télétravail et qui veulent maintenir cette organisation-là, alors à temps plein ou à temps partiel, hein, mais qui sont en train en tout cas de réfléchir de définir en tout cas cette organisation en télétravail. Il s'agit bien ici d'un nouveau processus, d'une nouvelle façon de travailler et j'insisterai sur on va dire l'importance de définir ce processus de télétravail parce que justement pendant le contexte de confinement, il y a eu cette conciliation vie privée, vie professionnelle. On va dire que la vie privée et la vie professionnelle se sont entremêlées du matin au soir. Je pense qu'il y en a beaucoup en tout cas qui l'ont vécu comme ça. Et aujourd'hui, ce ne sera pas comme ça le télétravail.
les enfants sont de retour à l'école. Enfin voilà, il y aura du retour au bureau, il y aura pas du télétravail à 100%. Et donc, je conseille vraiment aux organisations, en tout cas, qui souhaitent maintenir cette organisation en termes de télétravail, de bien définir, de bien cadrer. Alors, il y a tout l'aspect législatif, tout d'abord, à tenir compte, mais il y a aussi justement tout cet aspect organisationnel, règles, qui est important. Voilà, juste un point par rapport à ça. Donc, juste en termes de conclusion, moi j'ai envie de dire, en tout début de présentation, je parlais de l'importance du rôle justement du service ressources humaines et des managers. Vous l'avez vu que dans tout ce qu'on vient de vous présenter, ce sont vraiment on va dire les deux acteurs clés qui rentrent en compte et aussi d'où l'importance, quand je vous parlais peut-être de repenser les pratiques RH et d'appuyer sur ce rôle en tant qu'appui conseil envers les managers, au vu de tout ce qu'on vous a présenté, les managers sont vraiment en ligne directe par rapport à tout ça, par rapport aux dimensions et aux actions qu'on vous a présentées. Toutes ces actions-là, encore une fois aussi, c'est lié, on va dire, à des facteurs qui sont liés aux risques psychosociaux. C'est des actions qui vont vous permettre, en tout cas aussi, de mesurer, de prendre la température et par la suite d'actionner certains leviers pour diminuer justement, si jamais vous apercevez qu'il y a une dimension qui est peut-être plus relevante qu'une autre, ou en tout cas que vous l'avez perçue au sein des équipes ou au sein de l'organisation, vous pourrez par la suite adapter aussi. Beaucoup d'actions sont une question de bon sens, comme vous avez pu le voir. Nous, en tout cas, dans notre métier, on voit ça plutôt comme une opportunité aussi pour les entreprises, cette période de transition, parce que ça permet de remettre à plat et de redéfinir des pratiques qui étaient peut-être perdues ou on va dire qui étaient peut-être pas claires pour les collaborateurs. Donc, nous, on a envie aujourd'hui, enfin, ce qu'on avait envie avec cette présentation aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer que ça peut être une opportunité et qu'il faut finalement le voir plus comme une opportunité que comme des règles strictes à devoir mettre en place. Lisa, je ne sais pas si toi, tu souhaites ajouter quelque chose à ce Je suis entièrement sur ta ligne, que là, c'était des actions qui sont facilement à mettre en œuvre, qui sont certes du bon sens, mais qui sont importantes à mettre en œuvre. Et je pense qu'il faut garder aussi un état d'esprit positif. Et comme le disait Nat, vraiment, c'est une opportunité pour redéfinir des choses qui peut-être avant fonctionnaient moins bien et que là, on peut repenser et revoir et améliorer en fait là, maintenant. Et pas dans 3 mois, ni dans 6 mois, mais c'est quelque chose qui peut être fait tout de suite. Et là, j'ai ma présentation qui bug. Alors. Donc voilà, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que dites-nous. Un retour? Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon nom est Marc Rousseau. Je voulais d'abord, je peux prendre la parole? Bien sûr, allez-y. D'abord, je souhaite vous remercier pour cette présentation, mesdames les modératrices. C'est très instructif. Et en fait, maintenant aussi, pour une brève conclusion, moi je pense aussi qu'il faut rester vigilant. Il faut continuer à motiver le personnel. Il faut être aussi conscient que la loi sur le COVID-19 sera en vigueur jusqu'au moins le 31 décembre 2000, enfin cette année-ci, décembre. Donc, il faut, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est d'actualité, sera d'actualité. En fait, ce qui m'a aussi plu, c'est que
Euh, vous avez parlé d'une période de transition. Actuellement, effectivement, la seule chose qu'on peut faire, c'est du operation management, les clinchers du troubleshooting. C'est actuellement, je pense, enfin, je ne parle pas des mesures sanitaires, des gestes barrières, etc. Ça, c'est en fait basic. Ça, c'est de la logistique. Mais cette période de transition, en fait, même si elle est juste opérationnelle, elle est aussi stratégique dans le sens qu'il faut bien se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Ça serait la question. Tout à fait. Bien se préparer aujourd'hui, que ce soit sur le plan psychologique, enfin psychosocial, etc., etc. Donc, il faut être conscient qu'aujourd'hui, on gère en fait les mesures aussi du gouvernement. Enfin, il faut gérer les congés parentaux, les travaux partiels, les sanctions pour certains secteurs. Donc, on est actuellement, comme vous avez dit, dans une période d'incertitude. Donc, effectivement, moi, actuellement, je pense que c'est un peu comme la bourse est actuellement déconnectée de la réalité économique. Ça, c'est un cas. Personne ne peut expliquer pourquoi ça monte ou pourquoi ça baisse. Moi, actuellement, je pense que actuellement, nous sommes actuellement aussi dans une réalité imaginaire. Personne n'a vu venir le virus et personne ne sait comment ça va se terminer. Donc, nous habitons dans une réalité mal imaginaire. Donc, tout le monde s'imagine et spécule, etc. C'est pour ça aussi que vos quick hits, opportunities, vos opportunités que vous proposez sont en fait très, très, très pertinentes, en fait. Hein. Donc, ça, c'était un peu mon feedback que je voulais vous faire maintenant à TOC. Et encore une fois, merci pour cette conférence. Merci beaucoup. Et vous avez, enfin, moi, je partage également ce que vous venez de dire. C'est vrai que à l'heure actuelle, c'est vraiment une période de flou et donc transitoire, mais la productivité doit continuer. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de tout ce qui est stratégique, on va dire pour 2021, elle doit quand même, du mieux que possible en tout cas, les collaborateurs doivent avoir une vision en tout cas, une visibilité en tout cas sur 2021 si possible. Mais c'est sûr que la question de tout ce qui concerne la stratégie et la suite est, est pas évidente en tout cas à montrer. Absolument d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager peut-être son retour au bureau ou en tout cas comment ça s'est passé au sein de son organisation? Est-ce que Oui, bonjour, Frédéric Évrard. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo, mais c'est pas grave. Euh, non, on ne vous voit pas, Monsieur Évrard. oui, j'essaye de l'activer, mais voilà. Euh, D'abord, merci pour la présentation. Effectivement, on a toujours l'impression que ce sont des évidences, mais je pense que ça fait vraiment du bien de tout ramener en une heure, d'avoir une vue globale, parce que ça ne prend pas une heure pour y réfléchir. Et peut-être se mettre dans la peau des managers qui, eux, comme vous l'avez dit, ont assuré le suivi, l'efficacité et la productivité. Et maintenant, de plus en plus, on est que l'organisation est comme un élastique et qui commence à être vraiment hyper tendue. On a parlé de risques psychosociaux. Et donc, c'est un peu ça la difficulté. Et je pense qu'effectivement, le rôle des RH, comme vous l'avez expliqué, en support des managers pour leur apporter des outils où ils perçoivent qu'ils en ont besoin, mais ils ont difficile d'y réfléchir parce que c'est pas leur métier. Où là, effectivement, c'est vraiment un support, je pense, qui doit être joué par les RH et c'est important. Peut-être un feedback, enfin mon avis, voilà. Peut-être un feedback sur le sense making où j'ai participé il y a quelques jours avec mes homologues du groupe. Je travaille chez ING. Où effectivement, un responsable a pris une heure pour simplement écouter. Et alors, c'était
chacun pouvait s'inscrire à une séance de feedback, donc ça peut avec d'autres personnes, et c'est intéressant à la fois de se rendre compte. Le message qui est donné, c'est vous êtes important. Mhm. Je prends le temps de vous écouter, vous êtes important, et j'en tirerai des conclusions à la fin de l'ensemble des séances de feedback. Et en termes à la fois de reconnaissance et de nouveau de risques psychosociaux, ça permet d'augmenter la reconnaissance et de diminuer les risques psychosociaux. C'est un point auquel je pensais aussi. On parle de soit télétravail, soit bureau, office, et on va de plus en plus vers aller chercher le meilleur des deux mondes. Il y a certaines choses qui se font mieux en télétravail et d'autres qui se font mieux à la maison. Et laisser à la fois expliquer et laisser choisir à chaque employé. Cet après-midi, je fais par exemple des stats. Et ben, je suis très bien chez moi. Par contre, je dois organiser un workshop. Ce sera plus facile de faire à partir du travail, du bureau. Si les quelques personnes peuvent venir en toute sécurité de nouveau, c'est d'abord assurer la sécurité, mais c'était les premiers éléments dont vous avez parlé. Voilà un peu les expériences. Voilà. On parle de contexte transitoire. En fait, on sera toujours dans la transition maintenant. Donc, c'est mon point de vue, mon point de vue très personnel, mais euh, on sait que tout change. C'est la seule certitude qu'on a, je pense, depuis pas mal de temps, et de Ça, plus en plus. ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Voilà. Voilà les petits feedbacks. Et encore merci pour le workshop. Merci. Mais c'est vrai que quand vous dites finalement, il faudra peut-être laisser le choix aux collaborateurs, télétravail ou bureau. Et comme vous dites, on va dire qu'on a des tâches plus administratives à réaliser, c'est sûr que après ce qu'on a vécu, euh, on sait qu'on peut le faire à la maison et on sait aussi qu'à la maison, on sera peut-être plus productif que si jamais on est au bureau. Exact. Nous, alors, pour reprendre au sein de notre organisation à nous, avant le télétravail existait déjà et c'est finalement comme sur cette base-là, avec des critères précis, qu'on autorisait ou non le télétravail. Si une demande de télétravail arrivait, il fallait justifier cette demande en disant, bah oui, justement, j'ai un rapport à rédiger, bah, je serai plus au calme à la maison. Est-ce que je peux travailler de la maison? Donc, Il y a encore Monsieur Borghet qui souhaite prendre la parole à ce sujet. Oui, bonjour à tous. On m'entend? oui, oui. Oui. Voilà, bah, évidemment, comme les personnes précédentes, je veux vous féliciter. C'était très intéressant. Je voudrais aborder un sujet qui a été brièvement abordé pendant la présentation. C'est le fait de donner les moyens. Alors, évidemment, comme certains le savent, moi, je représente l'association des Facility Managers ici à Luxembourg. Et dans les mois qui ont précédé et qui ont évidemment fortement impacté le travail des professionnels du facility management, il y a une réflexion qu'il faut se faire aussi au niveau des moyens, mais purement pratique. Bien sûr, il y a toute l'approche psychosociale, du soutien, de partage des expériences, etc. Mais il y a aussi une réalité qui est celle que, d'abord, pour le retour au bureau, il faut être certain que l'ensemble des entreprises fournissent les moyens aux employés de revenir au bureau en respectant les règles de sécurité. Ça tombe sous le sens, mais ça veut dire qu'il faut le matériel nécessaire. Moi, j'ai des contacts réguliers avec des entreprises qui ne sont pas toujours prêtes à mettre tous les moyens nécessaires en place pour ce retour. Donc, il faut fournir tout cela. Et puis, un autre aspect qui me paraît encore plus important à long terme, c'est qu'évidemment, on a été pris par le côté brutal de la crise et le fait que le télétravail a été mis en place brutalement pour tout le monde. Et on n'a pas eu le temps de se soucier du, entre guillemets, confort de travail des collaborateurs chez eux. Ça peut tomber sous le sens que tout le monde est équipé d'un bureau et
d'un siège de bureau et d'un environnement de travail positif chez lui, mais c'est loin d'être la réalité. Et je crois que si demain, on veut vraiment rentrer dans une systématique performante de télétravail, il va falloir aussi que l'on se soucie des moyens, non pas uniquement intramuros, mais aussi chez les collaborateurs. Et ça paraît important et c'est évidemment tout le travail de ceux qui ont en charge dans les entreprises cet aspect du facilité. Tout à fait. Et ces notions-là, justement, quand je parlais de définir en tout cas le processus même de comment va se passer le télétravail, c'est des questions qui font partie de cette définition. Parce que c'est aussi des questions qui sont dans les textes de loi. C'est-à-dire que quand, en tant qu'employeur, vous souhaitez mettre en place le télétravail au sein de votre organisation, ces questions du est-ce que le collaborateur a les outils, les moyens et effectivement une chaise ergonomique et un lieu de travail adéquat, ça fait partie finalement des obligations de l'employeur de fournir ça à l'employé. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Merci. Merci. Peut-être si plus personne ne souhaite faire un retour, Lisa, si tu peux mettre juste le prochain slide pour, avant de se quitter. Comme je l'annonçais au début, donc nous, finalement, on essaye en tout cas de communiquer visuellement quand on mène des projets de changement. Et justement, le prochain webinar concernera cette communication visuelle. Donc, libérer du temps de cerveau avec la communication visuelle, qui aura lieu donc le 23 septembre à 9 h. Et puis, si vous le souhaitez, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez vous abonner à notre newsletter ou nous suivre sur LinkedIn où très régulièrement, on met des articles. On cherche des articles sur LinkedIn. Voilà. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une bonne continuation, en tout cas dans ce contexte, et même pour après. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion d'à nouveau échanger sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée